Oui, je vais commencer, c'est tout bon. Après, je vous passerai la parole, je commencerai à poser des questions, je vais déjà introduire. Non, je vais faire par WhatsApp. Je vous avise juste que après, je vous téléphonerai juste pour que vous suiviez l'introduction de l'émission. Mais après, je vous donnerai la parole. C'est pour ça que je vous avise juste pour que vous soyez au courant. Oui, ok. Donc, mhm. Oui, oui. Voilà, bonjour à tous. Bienvenue sur ce live du 27 juin 2020. Nous sommes en direct de Genève à la Bibliothèque de la Julienne, qui est une maison culturelle des Plans-les-Ouates. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission, une émission qui va prolonger donc l'émission qu'on a fait sur les témoignages de Madame Mimi. Madame Mimi, qui est une femme courageuse, qui a témoigné il y a quelques semaines sur la dépression, une maladie, une pathologie mentale en augmentation dans notre société. À travers cette émission, nous voulons évoquer donc la question de la dépression, cette maladie qui est un sujet tabou pour les Africains. Madame Mimi a témoigné et nous avons une invitée qui est une doctoresse qui a accepté de nous parler, de nous répondre donc aux questions concernant les témoignages de Madame Mimi qui est axé sur la dépression. Donc, je propose donc que vous soyez connectés et que vous invitiez les gens à suivre cette émission pour comprendre qu'est-ce que c'est la dépression, pour comprendre. Bonjour Nadine Fongo Nsiloulou à partir de Kinshasa. Mes salutations à tous les amis de Kinshasa. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Betty Kiemba. Je suis une militante pour les droits des femmes et je suis une motivatrice pour l'intégration réussie des Africains de la diaspora. L'objectif de notre mission est de créer un moment d'échange et de partage de témoignages avec les personnes qui ont vécu une situation quelconque, qui ont eu une victoire ou un succès. C'est pour ça que nous appelons ça les success stories de l'intégration des Africains de la diaspora. Aujourd'hui, nous aurons le privilège de recevoir la doctoresse Franceline James, qui est une psychiatre spécialisée en ethno-psychiatrie. Elle est actuellement à la retraite, mais elle œuvre dans une activité, dans une association genevoise d'ethnopsychiatrie. Elle a accepté de venir répondre à nos questions. Donc, elle est avec nous en direct sur téléphone. Il était prévu que nous fassions notre émission en direct des Zoom pour que vous puissiez la voir. Malheureusement, les techniques nous a fait défaut. On n'a pas réussi à faire passer notre live en direct des Zoom. Raison pour laquelle je fais ces lives en direct des Facebook et puis la doctoresse James va nous répondre à travers les téléphones. Donc, je vous propose de partager l'émission, de liker et d'inviter les personnes qui sont connectées actuellement à suivre l'émission avec nous. Bienvenue chez vous. Bonjour, salutations. Partout où vous êtes, hein, à Genève, à Lausanne, dans toute la Suisse, en Europe, en RDC ou au Congo ou dans le monde. Je vous salue et j'ai vraiment le plaisir de partager ces moments. Donc, je vais introduire un autre invité, la doctoresse Franceline James, qui est en ligne. Bonjour, docteur. Bonjour. Comment allez-vous? Mais ça va bien, je vous remercie. Après toutes ces tentatives techniques, bravo. On peut au moins s'entendre. Oui. Donc voilà, nous sommes en direct sur Facebook avec quelques personnes qui sont actuellement en ligne et quelques personnes sûrement qui vont suivre l'émission après. Donc je voulais vous proposer de vous présenter à notre public, s'il vous plaît. Volontiers. Alors,
Je m'appelle Franceline Jams. En fait, mon nom n'est pas anglais. Je suis genevoise depuis très longtemps, c'est-à-dire que mes ancêtres étaient des Huguenots, des Cévennes, des réformés qui ont dû fuir la France après la révocation de l'édit de Nantes et les persécutions religieuses pour se réfugier à Genève il y a environ 300 ans passés. Donc je m'appelle Franceline Jams, je suis genevoise, je suis psychiatre et je me suis spécialisée depuis maintenant une trentaine d'années en ethnopsychiatrie, qui est une branche cousine de la psychiatrie, comme on aura sans doute l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et je travaille avec toute une équipe à Genève, des co-thérapeutes qui ne sont pas psychiatres, mais la plupart psychologues, et qui font de l'ethnopsychiatrie comme co-thérapeutes dans le groupe que nous avons fondé ensemble il y a beaucoup d'années, une trentaine d'années maintenant. D'accord. Ben, merci docteur en tout cas pour votre disponibilité. Merci d'avoir accepté de partager ces moments avec nous. Vous avez eu l'opportunité d'écouter donc la vidéo de Madame Mimi, prénom fictif de cette femme courageuse d'origine congolaise qui a accepté de témoigner sur son parcours, donc sa situation de maladie, en dépression et les suivis qu'elle a eu et tous les traumatismes qu'elle a eu donc depuis son enfance jusqu'à arriver en Suisse. Et moi, personnellement, je n'ai pas les compétences pour interpréter ces témoignages. C'est pour ça que j'ai proposé à notre public de faire cette émission en deux parties, d'inviter une professionnelle de la santé mentale pour pouvoir nous aider. Ma première question est de savoir, durant votre parcours professionnel, avez-vous croisé des Africains comme malades? Oui, des patients africains? J'en ai croisé à la fois dans ma pratique psychiatrique classique, parce que j'ai eu pendant de nombreuses années un cabinet privé où je pratiquais la psychiatrie comme tous les psychiatres d'ici, et j'en ai vu encore bien davantage des patients africains dans le cadre de la consultation d'ethnopsychiatrie alors que nous avons fondée il y a maintenant de nombreuses années et dans laquelle nous recevons les gens alors en équipe de co-thérapeutes, ce qui est un autre dispositif, et c'est celui-là dans lequel j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de patients africains, y compris avec des histoires qui ressemblaient plus ou moins aussi à celles de Madame Mimi. D'accord. Quel souvenir avez-vous gardé des différents patients africains par rapport à la maladie de la dépression? Alors, je suis obligée de commencer tout de suite par reprendre les termes qui sont employés parce que les définitions ne sont pas les mêmes. La dépression, c'est une définition de la médecine occidentale, de la psychiatrie occidentale, et c'est pas la même chose quand on approche la souffrance de quelqu'un avec les outils de l'aide. Allô? Connexion. Connexion problématique. Alors, je serai obligée de faire avec un autre téléphone parce que les WhatsApp ne m'aident pas non plus. Je suis désolée, excusez-moi, on vient de perdre la doctoresse. On va la rappeler. Partager l'émission, c'est très intéressant d'écouter donc ces témoignages, les rapports d'un médecin qui a l'expérience de plusieurs années dans la psychiatrie, qui est en ligne avec nous, la doctoresse Franceline James. On était coupé, vous étiez en train de parler de la définition de la dépression. Est-ce que je peux continuer comme ça? Vous pouvez continuer parce que je pense que l'Internet va nous faire défaut avec la connexion. C'est pour ça que je vous ai appelé directement avec mon téléphone qui n'a presque pas de batterie, mais je pense qu'on va arriver. Je suis vraiment désolée. C'est le parcours du combattant. Pas aux invisibles, c'est une démonstration vigoureuse de leur existence, en tout cas. Vraiment. Alors,
Je suis obligée donc de reprendre les définitions, puisque la dépression, c'est une définition de maladie qui correspond à une certaine manière de se représenter et les gens et leurs souffrances. C'est pas comme ça qu'on approche les choses en ethnopsychiatrie, c'est-à-dire d'une manière qui s'occupe plus d'intégrer la tradition, les pensées culturelles, anthropologiques. Et là, on est obligé d'employer d'autres termes. Et on commence par aborder les choses différemment. C'est-à-dire que la médecine occidentale, la psychiatrie, elle va chercher à aider quelqu'un en faisant disparaître les symptômes pour obtenir la guérison. C'est ce qu'on a proposé à Madame Mimi en lui disant qu'il s'agissait de protéger ses enfants en permettant qu'ils retrouvent leur mère dépourvue des symptômes qui la dérangeaient tellement. Oui. Alors qu'en ethnopsychiatrie, on va envisager une autre démarche, c'est-à-dire qu'on va questionner les symptômes. D'accord. Dans le même but, c'est-à-dire de protéger les enfants, mais de les protéger pour que quelque chose ne leur arrive pas non plus à eux. C'est-à-dire qu'on va, en ethnopsychiatrie, on va interroger les voix, on va se demander qui est en train de la déranger, qui l'appelle, dans quelle langue, pourquoi, etc. Donc on va réintroduire l'histoire familiale et ne pas considérer juste un trouble individuel. D'accord, ok. Donc la prise en charge est différente. Alors elle est différente parce que on s'intéresse à un focus, à un objet qui est différent. On ne va pas regarder la maladie en tant que quelque chose qui arrive à l'intérieur d'un individu, mais on va regarder plutôt un désordre qui concerne l'ensemble du groupe familial et puis aussi toutes les interactions précisément avec le monde des individus, ce qui est une toute autre approche. Donc on ne va pas rester centré sur le monde du dedans, comme fait la médecine occidentale, mais on va s'occuper de ce qui arrive depuis le dehors, depuis l'extérieur de l'individu à qui il arrive des tas de problèmes. Oui. D'accord. Ben, après avoir entendu les témoignages de Madame Mimi, que pourriez-vous nous dire par rapport aux éléments, les indicateurs que vous auriez relevés dans une situation d'une patiente comme Madame Mimi? Quels sont les éléments qui sont importants dans une situation comme ça qui vont vous permettre de comprendre sa situation? Quels sont les mots-clés ou les points clés de son parcours? Alors si je reprends l'ensemble de ce qu'elle disait, je voudrais rappeler au passage l'extrême courage de cette femme et le magnifique témoignage effectivement que j'ai pu entendre en enregistrement. Ce qui était très frappant pour moi à entendre, c'était cette description de ce qu'elle appelait dépression depuis l'enfance, où elle décrivait des symptômes où elle était distraite, où elle était ailleurs, où elle ne savait pas où elle était d'ailleurs. Et en plus, il y a quelque chose qui n'apparaissait pas dans son interview, mais que j'ai eu l'occasion de lui demander ensuite par téléphone. Elle faisait quelque chose de très particulier, elle faisait pipi à l'envers, c'est-à-dire qu'elle faisait pipi la nuit dans son lit, puis la journée elle se retenait. Il y avait donc quelque chose de tout à fait particulier qu'elle décrit en disant que c'était vraiment impossible de mettre des mots sur une situation aussi complexe, et que c'était pas possible de se définir elle-même, que sa propre identité était perdue, et que pour ça, elle ne pouvait pas se faire comprendre. Et tout ça, moi, ça me faisait penser immédiatement au fait qu'elle avait dû être ressentie, en tout cas depuis toute petite, comme une enfant particulière. Mais une enfant particulière qui n'avait pas été repérée comme telle. Parce que si on l'avait repérée, on lui aurait proposé d'être accompagnée dans cette particularité. On l'aurait probablement initiée. Une chose que j'ignore, par exemple, c'est si elle était jumelle, auquel cas c'était une explication possible d'avoir été une enfance si particulière. Mais elle n'a en tout cas pas été identifiée comme telle. Elle n'a pas été accompagnée, préparée, formée comme telle. Et c'est ce qui a fait la grosse difficulté de sa situation, en plus d'éléments familiaux. Alors, je ne sais pas si vous voulez que j'enchaîne avec. Donc, ça veut dire qu'à l'âge, quand on est enfant, tout petit jusqu'à, je ne sais pas, un certain âge, les parents doivent être éveillés pour voir si l'enfant est particulier ou si. Oui, c'est ça. Il y a des choses d'elle qui étaient spéciales et qu'on n'a pas vues.
qui n'ont pas été repérés, mais qu'on peut retrouver dans son récit, effectivement. D'accord. Ok. Alors, si par exemple nous qui vivons dans la communauté, quelqu'un qui fut un enfant particulier et qui devient maman ou papa et qui a eu une enfance particulier, l'enfance particulier et que personne n'a vu ses problèmes et que la personne est adulte, comment les autres adultes peuvent identifier que cette personne a des problèmes? Est-ce que ça va disparaître plus tard ou ça risque de rester dans la vie d'un adulte qui était un enfant particulier? Alors, si vous voulez, on est obligé justement pour répondre à cette question de sortir du cadre individuel qui est typique de la médecine et de la pensée occidentale. On est obligé de s'intéresser à la famille. C'est-à-dire que si une telle personne n'a pas été repérée comme particulière déjà dans l'enfance alors qu'il y avait des signes qui auraient pu l'indiquer, c'est aussi lié au type de milieu familial. Alors, Madame Mimi a décrit très bien dans son interview le fait que sa famille était une famille éduquée, avec un père qui était cadre dans un ministère, une mère qui était femme d'affaires, et quand j'étais plus jeune, ces gens-là s'appelaient eux-mêmes des évolués. Oui. Et des évolués, ça veut dire quelque chose de terrible. Ça veut dire une famille qui a le sentiment de progresser en devenant de plus en plus, en suivant de plus en plus le modèle occidental, c'est-à-dire en se coupant complètement de toute la vie du village, de toutes les traditions, de toutes les obligations et de toutes les protections traditionnelles. Et la famille de Madame Mimi les parents de Madame Mimi étaient visiblement dans cette configuration. Ça veut dire que toutes sortes de choses qui auraient dû leur être utiles, importantes comme parents de leurs enfants, ils ne les avaient plus eues à disposition parce qu'il y avait eu cette coupure vécue comme un progrès, ce qui est une vaste erreur malheureusement. C'est-à-dire que les coupures du milieu traditionnel, c'est jamais un progrès et c'est au contraire des pertes qui risquent ensuite de coûter très cher aux membres d'une famille sur plusieurs générations. D'accord. Alors, je reviens maintenant du particulier au général. Est-ce qu'on peut dire que la plupart des Africains qui sont dans la diaspora aujourd'hui, qui essayent de s'intégrer en étant en Europe et de vivre comme un peu les Européens, pourront cacher des éléments antérieurs de leur vie qui sont problématiques, qu'on n'a pas travaillé et qui peuvent être des éléments non traités ou des symptômes ou un parcours particulier qu'on n'a pas relevé ou qu'on ne sait pas soi-même, qu'on est peut-être ignorant soi-même de quelque chose parce que on vient avec, si ça n'a pas été traité pour Madame Mimi au Congo, en Afrique, arrivée ici, si elle n'avait pas fait les suivis, elle n'allait pas savoir. Parmi tant d'autres femmes et hommes africains qui vivent en Europe, il y en a d'autres qui n'ont jamais travaillé ces questions-là. Est-ce qu'on peut dire que ça ne fait qu'aggraver la situation? Alors, ne pas connaître un certain nombre de choses et être coupé de ses racines, c'est toujours un risque d'aggravation. Je ne pense pas que ce soit du tout le cas de l'ensemble des Africains qui vivent en Europe ou ici à Genève. D'accord. Et je ne pense pas du tout que ce soit contraire à un projet d'intégration. La question ne se pose pas tout à fait comme ça parce qu'elle concerne à la fois les individus quand ils tombent malades éventuellement et les médecins qui les reçoivent. C'est-à-dire que quand un individu tombe malade, il ne sait pas ce qu'il a, il va voir le spécialiste, le médecin, et c'est au médecin à poser les bonnes questions. D'accord. Chez nous, les médecins ne sont pas du tout formés à interroger les gens sur ces dimensions-là. C'est-à-dire que les médecins n'ont pas du tout de formation anthropologique qui leur permettrait d'aborder ces aspects culturels des appartenances de quelqu'un. C'était déjà le cas dans sa famille à elle, hein, Madame Mimi, quand elle dit que ses frères et sœurs lui en voulaient beaucoup parce qu'elle avait son père et sa mère et eux n'avaient qu'un de leurs deux parents et qu'ils ne savaient pas du tout à qui ils appartenaient. Je crois qu'elle le dit de manière tout à fait claire. Et les autres enfants de sa fratrie devaient être très très mal. Elle non plus d'ailleurs ne savait pas à qui elle appartenait.
au sens fort de l'appartenance à un village et à des ancêtres précis. Et ça, c'est pas du tout nécessairement quelque chose qui concerne tous les Africains qui cherchent à s'intégrer. Il y en a beaucoup qui cherchent à s'intégrer et qui savent très très bien d'où ils viennent et qui ne cherchent pas à l'oublier. La question aussi, donc, c'est qu'est-ce que les médecins vont pouvoir faire de tous ces éléments. La plupart du temps, ils les ignorent, donc ils ne savent pas les utiliser. Et ça, alors, ça devient très, très ennuyeux pour quelqu'un qui est malade. C'est-à-dire que quand on est malade, on a absolument besoin de ce genre de ressources. Et c'est l'objectif de l'ethnopsychiatrie, c'est-à-dire d'utiliser aussi avec quelqu'un qui ne va pas bien et qui nous est amené par un soignant qui se sent lui en panne. Notre objectif, c'est d'essayer de voir avec cette personne comment retrouver les liens d'appartenance qui lui seraient nécessaires pour affronter l'épreuve qu'il est en train de traverser. C'est donc là la spécificité de l'approche ethnopsychiatrique qui n'est pas du tout offerte par la médecine ni par la psychiatrie. Alors c'est pas que les gens qui cherchent à s'intégrer ne voudraient pas utiliser ces dimensions, mais ça on peut pas le faire tout seul non plus. Mais évidemment quelqu'un qui est très coupé de ses origines déjà depuis la génération d'avant, comme Madame Mili, c'est beaucoup plus difficile de retrouver ses racines quand on n'y avait pas eu droit, quand on a émigré, en n'emmenant pas tout ça, tout ce d'où on vient, qui est tellement important et tellement précieux pour pouvoir s'intégrer là où on va. D'accord. Donc, ça veut dire que les autres médecins devaient être au courant du rôle que l'ethnopsychiatrie jouerait pour les migrants. C'est vrai, mais oui. Ça, c'est l'opinion de l'ethnopsychiatrie qui est extrêmement minoritaire. Nous sommes une association privée, toute petite. Il y a 2 ou 3 associations à Genève qui s'occupent de migrants avec un regard un peu différent de la médecine habituelle chez nous. Et notre médecine, qui pèse d'un très très grand poids, évidemment, elle ignore complètement toutes ces dimensions. Et si un patient lui en parle, la médecine ne sait pas qu'en faire, les médecins ne savent pas qu'en faire. Donc, de ce point de vue-là, ce serait extrêmement utile pour tous les migrants, quand ils tombent malades, d'avoir affaire à quelqu'un qui prend en considération cette dimension anthropologique et culturelle qu'on n'apprend pas quand on fait des études de médecine occidentale. Mm-hmm. Ok. Quelle est l'autre association qui est comme la vôtre? Elles ne sont pas semblables, on est un peu cousins. Il y a l'association plurielle et il y a l'association appartenance à Genève en particulier qui propose, qui ont une pensée sur l'approche des patients migrants plus large effectivement que la pensée médicale traditionnelle. Mais c'est l'approche ethnopsychiatrique qui propose l'approche la plus complète, puisque nous intégrons complètement la dimension anthropologique à la prise en charge des patients qui nous sont amenés. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression que la plupart des Africains qui vivent à Genève sont au courant de l'existence de ces 2 associations? Non, pas forcément. D'autant plus que les Africains comme les autres, sagement, ils vont consulter leurs médecins quand ils sont malades. Et les médecins sont très peu au courant. Mais nous recevons aussi des gens qui sont amenés par des assistantes sociales ou par des enseignants, quand ce sont des enfants ou des adolescents. Je veux dire, il y a toutes sortes d'intervenants sociaux dans le champ socio-médical qui sont concernés par ces questions et qui ne sont pas du tout formés à la réflexion sur ces aspects-là. Ce qui fait que les réponses qu'ils donnent, la lecture qu'ils font et les réponses qu'ils donnent aux personnes en souffrance sont la plupart du temps extrêmement réduites à nos pensées occidentales. Et c'est ça qui est très très dommage. Tout le monde ne peut peut-être pas faire de l'ethnopsychiatrie, c'est très spécialisé, mais si au moins les professionnels étaient plus au courant, eux pourraient orienter de manière plus adéquate les patients avec lesquels ils ont des difficultés à comprendre ce qui se passe aux bons endroits. Est-ce que vous faites des séances d'information ou des formations auprès de... Comment vous faites, comment les gens ils vous connaissent? Est-ce que vous faites des actions pour que la population, la migration, les migrants qui sont en Suisse, à Genève, plutôt on va dire, sachent que vous existez ou bien vous faites rien? Ah, on ne fait pas rien. Mais bon, d'abord, il faut préciser qu'on est une toute petite association dans laquelle
tous les collaborateurs travaillent dans ce cadre-là de manière bénévole, donc on n'a pas beaucoup de force. Mais par contre, nous répondons beaucoup à des demandes de formation, à des demandes d'intervention de toutes sortes auprès des professionnels. Parce que nous ne sommes pas une consultation de premier recours, c'est-à-dire que les gens ne viennent pas directement sonner chez nous en disant voilà, j'ai un problème, est-ce que vous pouvez me donner un rendez-vous? Nous recevons forcément un patient avec le professionnel qui est en difficulté avec son patient. Ça peut être un médecin, une assistante sociale, un enseignant, un aumônier, etc., etc. Mais nous ne recevons pas les patients tout seuls. D'accord. Avec l'intervenant qui continue sa prise en charge entre nos séances, et nous sommes dans le fond autour de ce dipôle. D'accord. Nous proposons beaucoup de formation, de supervision et de choses de ce genre aux professionnels dans les différents domaines. D'accord. Ok. Vous aidez les professionnels à avoir des clés au fait pour pouvoir collaborer avec ces bénéficiaires ou c'est pas des patients, mais ce serait plutôt des bénéficiaires d'une prestation quelconque, et puis les professionnels seraient bloqués et vous seriez donc les ponts pour pouvoir l'aider à comprendre les fonctionnements du migrant. Oui. D'accord, ok. Ouais. Alors, est-ce que, moi, ma prochaine question, c'est de savoir quels sont les symptômes de la dépression. Comment savoir que quelqu'un est en dépression? Alors, encore une fois, c'est une définition très occidentale. Madame Mimi dit dans son interview combien elle se sentait mal. Oui. Combien elle était angoissée, et puis combien elle ne comprenait pas du tout ce qui lui arrivait, et son entourage non plus. Alors, ça, c'est ce qu'on rencontre d'une manière générale autour de la définition de la dépression chez nous. Si on cherche de manière un petit peu plus fine, on s'aperçoit effectivement qu'il y a toutes sortes de manières de pas aller bien qui assez vite ne se ressemblent plus. C'est-à-dire que le médecin occidental reçoit un patient qui lui décrit qu'il va mal et il pose le diagnostic de dépression. Mais ça enferme déjà, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça enferme complètement l'histoire médicale dans un schéma préétabli de type occidental où on va s'intéresser uniquement à ce qui se passe à l'intérieur de la personne, à l'intérieur de sa tête en particulier. Alors que si on ouvre les questions sur d'autres dimensions, orientées sur culturellement en particulier, alors on va s'apercevoir qu'il n'y a pas que ces symptômes, en particulier pour nous, ce qui était très intéressant d'entendre dans l'interview de Mme Mimi, c'est quand elle parle de ses voix. Alors, un médecin et un psychiatre occidental, quand il entend quelqu'un qui lui dit « j'entends des voix », surtout si ces voix lui disent des choses aussi graves que jette-toi par le balcon avec tes enfants, comme ça il n'y aura plus de problème. Le médecin occidental, il pense tout de suite que, d'une part, c'est délirant, et d'autre part, que ça a une fonction suicidaire et qu'il faut protéger la personne, ce qui n'est pas faux, évidemment. Mais si on regarde ça sous un autre angle, alors on va s'intéresser à ces voix, on va se poser des questions différentes, dans le même but d'ailleurs qui est de les empêcher de continuer à nuire, c'est-à-dire, mais c'est qui ces voix? Qui représente-t-elle? En quelle langue parle-t-elle? Qu'est-ce qu'elles sont? De quoi sont-elles chargées comme message quand ça tombe sur une personne donnée? Qu'est-ce qu'il y avait eu comme désordre antérieur, éventuellement dans les générations précédentes, comme désordre non réglé, qui fait qu'à un moment donné, ce genre de voix va s'adresser à quelqu'un pour réclamer quelque chose. Alors même ce que disent les voix, là, à Madame Mimi, sort par le balcon, jette-toi en bas avec tes deux enfants, comme ça le problème va s'arrêter, on peut l'entendre de manière très différente, surtout si on essaie de comprendre ce que disent, enfin, si on essaie de répéter ce que disent ces voix en lingala, on parle en français. Le message est déjà un peu différent. Et là, on commence à ouvrir des portes que les questions à l'occidental ne permettaient pas d'aborder. Et on s'aperçoit que les diagnostics ne jouent déjà plus. La dépression, c'est une définition dans laquelle on laisse tomber un certain nombre des éléments. On décrète que ces voix, par exemple, c'était uniquement une manifestation interne à l'intérieur de la tête de quelqu'un, c'est ce que Mme Mimi elle-même dit qu'elle pense qu'il lui est arrivé, à l'intérieur de sa tête, et ces voix, ce sont des hallucinations qu'il faut faire disparaître. Mais si on pense, au contraire,
que ces voix ne se sont pas à l'intérieur de la tête, que ces voix elles viennent de l'extérieur, qu'elles viennent de très loin, qu'elles viennent de très longtemps en arrière, alors on peut commencer à se dire, ah, mais là il y a un message, il y a quelque chose d'extrêmement important à entendre pour que non seulement Madame Mimi, par exemple, soit finalement délivrée, mais que ces voix ne reviennent pas à la charge plus tard. D'accord. Ou chez elle, ou chez d'autres membres de sa famille. Donc, si vous voulez, la définition de la dépression, ou des troubles d'une manière générale, elle force un peu les choses en laissant tomber une série d'éléments qui ne rentreraient pas dans le cadre de la définition occidentale. Quand on définit un trouble par dépression, ça veut dire effectivement qu'on réduit le regard au regard occidental et on laisse tomber tout le reste. Et c'est précisément ce que l'ethnopsychiatrie essaie d'éviter. D'accord. Elle essaie de prendre en considération tout le reste. Ok. Ça, j'essaie de rebondir un peu pour comprendre, est-ce que vous, en ethnopsychiatrie, vous ne traitez que les migrants? Est-ce qu'en Suisse, ça existe ces questions? Mais bien sûr. D'accord. Donc, c'est pour tout le monde? Ah oui, tout à fait. Ça veut dire que, de nouveau, vous vouliez dire pour des patients suisses? Pour des patients suisses, est-ce que c'est... Ah oui, pardon, oui. Je n'avais pas compris votre question. Mais bien sûr que ce serait une vision tout à fait intéressante pour les patients suisses aussi. D'accord. Et d'ailleurs, les patients suisses qui répondent à la définition médicale de la dépression, c'est des patients de ville. C'est des patients qui répondent à un schéma intellectuel défini par la médecine. Mais les patients suisses, quand ils sont sortis, quand vous sortez du cabinet médical et que vous voyez ce qu'ils cherchent et où ils vont le chercher, dans les campagnes, dans les montagnes, nous avons tout plein de guérisseurs on n'en entend plus parler parce que il y a longtemps que chez nous, ça n'a plus valeur suffisamment sérieuse, entre guillemets, pour être écouté. C'est la médecine dominante qui a pris le dessus. Mais les gens, ils vont quand même voir les guérisseurs chez nous. Les gens qui envoient la lumière, ce genre de choses. Qui vont, pardon. Il y a des guérisseurs et puis il y en a qu'on dit qui envoient la lumière. Alors, il y a toutes sortes de guérisseurs différents. Et alors, c'est difficile de les catégoriser, ça c'est encore un autre débat. Mais il y en a toutes sortes et ils font des choses tout à fait intéressantes. Les plus connus partout chez nous, ce sont les guérisseurs qui sont les coupeurs de feu. Les coupeurs de feu, c'est ce que je voulais dire. Coupeurs de feu, c'est-à-dire que même dans les hôpitaux, on connaît les coupeurs de feu, qui sont des guérisseurs traditionnels de chez nous. D'accord. Et quand on a affaire à des grands brûlés, même dans les hôpitaux chez nous, les hôpitaux universitaires, on donne en catimini aux patients le numéro de téléphone d'un coupeur de feu. D'accord. Il fait arrêter la brûlure et guérir beaucoup plus facilement les effets d'une brûlure que les médecins. C'est l'exemple le plus connu, si vous voulez. Mais il y en a d'autres dans toutes sortes de domaines différents. D'accord. Est-ce que vous avez, pendant votre parcours professionnel, est-ce que vous avez eu l'impression que la dépression était un sujet tabou pour les Africains? Je ne sais pas si c'est pour... encore une fois, la dépression, ce qui est un sujet tabou, c'est ce qui va avec. C'est-à-dire que le patient africain ou pas africain qui se sent pas bien, en général, il consulte. Mais quand il, comme son médecin traitant, son médecin par exemple, oui. médecin de famille. Mais quand il faut commencer à décrire plus de choses, il y a beaucoup de patients, autant suisses qu'africains, qui ont beaucoup de crainte de décrire dans l'état dans lequel ils se sentent, parce que tous ont peur qu'on les accuse d'être fous. D'accord. Que les autres. D'accord. En plus, le problème, c'est que les Africains, eux, racontent des choses, les Africains et les non-occidentaux d'une manière générale, ils ont à raconter des choses qui sont pour eux très évidentes, qu'on connaît chez eux. Par exemple, j'ai quelqu'un qui me suit dans la rue, vous ne le voyez pas, mais moi je sais très bien qu'il me suit, ou bien je sens une odeur que vous ne sentez pas, mais moi je la sens. Chez nous, le médecin entend ça immédiatement comme une pathologie, éventuellement grave. Tandis que le patient africain, il sait très bien que chez lui, c'est quelque chose qui est connu. Et là, on commence à parler de choses qui sont plus inquiétantes, et on n'en parle pas n'importe comment ni à n'importe qui, parce que ça suppose des problèmes, soit avec les morts, soit avec les génies,
soit avec tout ce monde qu'on appelle des invisibles, auxquels les médecins de chez nous ne comprennent rien, bien sûr. Donc le patient africain, là, il commence à regarder où il met les pieds parce qu'il sait très bien que le médecin ne peut pas entendre ces choses-là, chez nous. Donc, alors que chez lui, ce sont des choses, il sait très bien que ça arrive et qu'on peut en parler. Pas à n'importe qui, n'importe comment, mais on peut. Tandis qu'ici, c'est très compliqué, parce qu'on ne peut pas. On est tout de suite, alors, catégorisé dans une catégorie psychopathologique relativement inquiétante, effectivement. Donc, ça devient très vite compliqué de parler de ce qu'on ressent vraiment. Et quand on dit dépression, ben, on se contente d'une espèce d'étiquette qui permet d'inclure toute une série de choses sans chercher à préciser trop les détails, si on veut. D'accord. Je sais pas si ça répond à votre question. Oui, oui, ça répond très bien en tout cas parce que ça veut dire que les Africains n'ont pas besoin d'avoir honte ou peur parce que ça concerne tout le monde et ce n'est pas une étiquette et en plus, ce n'est pas que la dépression parce qu'il y a d'autres choses au-dessus par rapport à notre histoire, notre parcours. Alors ça, c'est le plus important, absolument. Nos origines, nos sources. Jamais de honte à avoir à aller mal, parce que c'est pas la faute de celui qui est malade s'il va mal, et il faut qu'il se fasse entendre. Et chez nous, le problème, c'est qu'il a des fois de la peine, surtout s'il est africain et qu'il raconte des choses que le médecin n'a pas l'habitude d'entendre, il faut qu'il insiste, le patient. Il faut qu'il dise, mais je vous dis qu'il se passe quelque chose. Écoutez-moi. Alors les patients africains, c'est un peu dur hein, quand on va mal, d'être obligé de dire à son médecin avec insistance, mais écoutez-moi, écoutez ce que j'ai à vous décrire. Et pourtant, il faut qu'ils le fassent. Et ils ont le droit de le faire, sans aucune honte. Et ça, je pense que c'est très important de le rappeler. D'accord. Maintenant, merci beaucoup, docteur, pour toutes ces réponses. Alors, je ne sais pas si vous auriez des conseils, si vous devez conseiller les migrants, parce que là, je fais cette émission pour les Africains de la diaspora. Moi, je suis beaucoup plus intéressée à la cause de la femme. Les mères sont plus ou moins au premier plan. Les mamans ont des enfants, elles ont elles-mêmes des problèmes où ça peut être lourd depuis le départ ou d'où on vient et là où on arrive. Ça peut être avec l'enfant ou les maris ou soi-même. C'est pour ça que j'essaie un peu d'aller chercher des termes qui sont un peu difficiles pour pouvoir créer l'échange et apporter de l'information, essayer d'éclaircir pour comprendre un peu les indicateurs de tous ces problèmes et les solutions, les pistes de solutions. Maintenant, par rapport à votre expérience, que pourriez-vous conseiller aux migrants qui sont ici, qui vivent là, qui arrivent ou qui sont là déjà depuis longtemps? Alors, de nouveau, c'est très difficile de dire que c'est aux migrants seuls qu'il faudrait s'adresser pour répondre à votre question, parce qu'il faut s'adresser tout autant aux personnes qui s'occupent d'eux et qui sont dans leur entourage, au personnel professionnel. Oui. Par exemple, les mères qui accouchent, hein, effectivement, une situation qui est, on va dire, entre guillemets, banale, mais qui n'est pas du tout dans la migration. Et ce que les migrants doivent savoir, ce que j'aurais envie de dire, c'est n'oubliez jamais d'où vous venez. Et surtout, à une femme, madame, si vous accouchez ici, n'oubliez pas ce qu'on fait chez vous, ce dont on a besoin chez vous quand une femme accouche. Essayez de l'obtenir, essayez de l'expliquer aux soignants, à votre entourage aussi, à votre mari, etc., etc. Et bien entendu, le message s'adresse autant aux soignants. Quand une femme accouche ici, d'où vient-elle? De quoi a-t-elle besoin? Comment nous, pouvons-nous, les soignants d'ici, être sensibilisés à ce que c'est qu'un accouchement ailleurs, où ça mobilise de toutes sortes de dimensions qui ne sont pas les mêmes d'une culture à l'autre. Et ce que j'aurais envie de dire aux Africains qui ne vont pas bien, ou aux femmes africaines quand elles accouchent, c'est rappelez-vous d'où vous venez. Essayez de ne pas perdre les liens, de les réactiver dans ces périodes-là. Demandez aux personnes importantes par téléphone, au pays, de faire des choses comme on sait qu'on doit les faire pour qu'un accouchement se déroule bien et ses suites aussi. Voilà, je crois que c'est l'essentiel. C'est n'oubliez pas d'où vous venez. En tout cas. D'accord, ok, merci beaucoup. En tout cas, moi, je pense que c'est tellement très complexe, je ne voyais pas comme ça. Je ne les voyais pas comme ça. Je suis vraiment, je vous remercie infiniment
pour cet éclaircissement. Ben, je pense que les gens qui vont suivre cette vidéo vont comprendre cette différence, la différence entre un médecin psychiatre tout court et puis un médecin ethnopsychiatre. C'est une valeur ajoutée, l'ethnopsychiatrie, parce que ça apporte toute une autre dimension complémentaire à la médecine moderne, donc qu'on ne peut pas négliger. Mais comme vous dites, tout le monde n'est pas au courant, mais que même les professionnels tous ne sont peut-être pas au courant non plus. Moi, je suis une femme engagée dans la diffusion de l'information, la sensibilisation. Donc, j'essaierai d'apporter cette information un peu plus loin pour que les gens ils s'intéressent. Mais du fait que vous n'accédez pas aux patients ou au public directement, vous travaillez plutôt avec les professionnels. Donc, à chaque fois, on essaierait d'éveiller, que les gens soient éveillés, de dire aux gens qu'ils soient réveillés eux-mêmes, ou soit d'en parler ou de discuter avec les professionnels qui les suivent pour demander si un suivi complémentaire peut être fait. Ça, c'est tout à fait une possibilité, oui. C'est qu'un patient puisse dire à son médecin ou à son assistant social, mais vous savez, il y a des choses que moi, je ne peux pas vous expliquer, et peut-être que vous pourriez vous renseigner à telle adresse sur des aspects qui me concernent et pour lesquels vous auriez besoin d'informations. C'est une démarche qui serait tout à fait légitime, effectivement, et à laquelle nous sommes prêts à répondre. Mais c'est qui paye la prise en charge? Alors, actuellement, on a une situation particulière, c'est-à-dire que c'est le soignant, enfin, c'est pas particulier, c'est différent de ce que c'était avant, c'est le soignant qui amène le patient qui va payer une partie, en tout cas, des frais liés à la consultation, et en particulier si c'est une institution qui nous l'amène, ou bien si c'est un intervenant professionnel privé, c'est pas la même chose, ça va pas être le même tarif, mais c'est lui qui va être sollicité. Le médecin, par exemple, va recevoir des honoraires auprès de son patient, et on va lui demander d'en verser une partie à notre consultation, ou bien une institution qui nous envoie des patients, l'Hospice général ou le service de protection des mineurs, etc. On va lui demander effectivement une participation aux frais de consultation aussi. D'accord. Parce que nous avons des frais fixes, et en particulier, nous employons toujours les services d'un référent culturel qui, lui, parle la langue de la personne que nous recevons et qui va pouvoir nous expliquer les choses du monde, d'où vient la personne, ce que quelqu'un qui va pas bien ne peut pas faire tout seul. Donc on a toujours un référent culturel, même si quelqu'un parle très bien le français, c'est souvent dans la langue d'origine que on peut exprimer les choses qui vont ensuite être expliquées à notre groupe de co-thérapeutes. D'accord. Mais pour les Congolais, vous avez des référents culturels? Oui, toujours. D'accord. Okay. Ça fait partie de notre setting. Mais c'est des référents. Des informations plus précises, nous avons un site internet. Oui. www.ethnopsychiatrie.ch, et tous les détails de notre consultation, des théories auxquelles nous nous référons sont précisés sur ce site. D'accord, ok. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Je crois que il va ressembler à ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est un mot qui s'adresse aux patients d'origine migrante, mais aussi aux patients suisses et aussi aux professionnels. On ne peut pas fonctionner comme soignant, ni être soigné comme patient, si on a oublié d'où on vient. Rappelons-nous d'où nous venons. Et c'est là que nous allons pouvoir travailler, être entiers et avancer. Y compris, surtout, pour s'intégrer. D'accord. Je crois que c'est ça. Ok. Merci beaucoup, docteur, pour ces conseils. Merci pour votre disponibilité. En tout cas, je suis désolée pour tout ce que nous avons vécu ensemble par rapport à la technique. Mais le plus important, on a pu faire cette émission et que vos informations, vos réponses sont tellement précieuses. J'essaierai de partager cette vidéo plus loin. Et dans les prochains jours, on verra si on pourra collaborer ensemble pour, par exemple, organiser soit une conférence ou un atelier sur ces questions
Je reviendrai vers vous si les gens sont intéressés à approfondir. Volontiers. Je vous souhaite un bon week-end et merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation et tout bon pour la suite de vos entreprises. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Chers amis de Facebook, chers amis et connaissances, merci beaucoup pour l'attention de ceux qui étaient en ligne. Donc, tout à l'heure, nous avons eu une invitée très exceptionnelle, la doctoresse Franceline James, qui est une psychiatre, qui est une ethnopsychiatre à la retraite, mais qui œuvre activement au sein de l'association genevoise de l'ethnopsychiatrie, qui a accepté de répondre à nos questions par rapport à la situation de Madame Mimi. Madame Mimi, qui était notre invitée il y a quelques semaines en arrière, qui nous a partagé son témoignage très touchant sur la dépression. Elle nous a parlé de tout ce qu'elle a vécu comme traumatisme depuis ses 7 ans ou 6 ans. Et aujourd'hui, la doctoresse Franceline James est venue pour nous éclairer par rapport à cette situation. Je viens moi-même de comprendre l'importance de l'ethnopsychiatrie, qui est une dimension supérieure à la psychologie, qui est une science de la maladie mentale, mais d'une manière au niveau plus ou moins moderne, et que la doctoresse James nous rappelle de ne pas oublier nos origines, de toujours savoir, de connaître d'où on vient, parce que c'est très important de porter avec nous nos cultures pour pouvoir faire ce qu'on fait chez nous, même si on est chez les autres. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Je vous salue chez vous. Je remercie tous les sponsors qui sont en train de nous soutenir pour l'avancée de ces projets. Je remercie particulièrement Sylvestre Essentiel. Je remercie Mercico de Lausanne, la première dame. Je remercie Bijou Ngefa. Je remercie donc tous les amis qui m'appellent et qui donnent des conseils, qui font des remarques. N'hésitez pas de nous encourager par des remarques ou par des encouragements pour nous aider à aller de l'avant. Merci beaucoup à Rigen Kalambote depuis la Grèce. Merci à tous les amis de Kinshasa, à la 19e bataillon de l'IFASIC, tous les camarades de l'IFASIC et partout où vous êtes dans le monde, recevez mes salutations. Bonjour à Dani Lebos depuis Kinshasa. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour samedi prochain pour une nouvelle émission. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.